L'Afrique dispose de plusieurs institutions dédiées à la paix, mais les conflits persistent entre ambitions politiques, défis structurels et les réalités du terrain. Quel est le véritable rôle des institutions africaines dans la résolution des conflits? Bienvenue dans Politique Bantou by Manu. Je suis Sodi Manuela, étudiante en relations internationales. Aujourd'hui, nous recevons un doctorant, Monsieur Imran Bagnan, qui va nous expliquer, qui va nous faire comprendre le thème d'aujourd'hui. Bienvenue, monsieur. Merci, Manuela. Moi, c'est Monsieur Banya Imran. Je suis doctorant en droit public à l'université d'Abomey-Calavi. Merci. Alors, j'ai préparé un petit quiz de questions. La première question que j'ai apprêtée, quel est le rôle de l'Union africaine, la CEDEAO et autres organisations sous-régionales? La question du rôle des organisations africaines, l'Union africaine, la CEDEAO et autres, en réalité, il faut faire la différence entre les organisations d'intégration, les organisations de coopération que nous avons sur le continent africain. Nous avons l'Union africaine, en réalité, c'est une organisation de coopération qui est créée dans le but, en réalité, de défendre donc l'intégrité territoriale, l'indépendance, promouvoir donc le développement, l'économie, tout ce qui va avec, et surtout la prospérité et donc sur le continent africain. En fait, l'objectif de l'Union africaine est vaste, promouvoir l'intégration surtout de ces États et aller au-delà de cette intégration, promouvoir une réelle coopération internationale. Donc, en réalité, l'Union africaine, c'est une organisation de coopération qui a donc pour l'objectif de réunir tous les États du continent africain, donc à aller à ce qu'on appelle l'intégration. Maintenant, après l'organisation de l'Union africaine, et nous avons les organisations sous-régionales, donc où nous avons la CEDEAO, la CEMAC un peu partout sur le continent. Maintenant, est-ce qu'il est possible de parler des objectifs de chacune de ces organisations? On va peut-être de façon ramassée dire que ces organisations d'intégration, ou ce qu'on appelle les organisations sous-régionales, ont pour ambition de créer dans ces régions-là ce qu'on appelle euh, le marché commun, d'accord, aller à une intégration réelle des institutions, que ce soit politique, économique, d'accord. Et donc, en ce qui concerne la CEDEAO, c'est ce qui est visé. C'est promouvoir l'intégration économique, créer un marché commun. Donc, c'est ça. Euh, Après cela, est-ce que il faut parler aussi de l'UEMOA, qui est aussi une organisation d'intégration, toujours dans cet objectif donc de créer un espace monétaire commun, donc dans la zone ouest africaine. Au-delà de ces organisations, nous avons également la CEMAC au niveau de l'Afrique centrale, nous avons l'Union au Maghreb en tout cas, et CENSAD également, bon, qui peut-être pour l'instant ne font pas d'actualité. Il y a de ces organisations qui ont quand même, quand on parle des organisations d'intégration, qui poursuivent en réalité ce qu'on appelle l'objectif commun, créer un espace intégré économiquement, politiquement et socialement. Donc, au fond, c'est l'idée de chacune de ces organisations. Euh, en fait, c'est l'idée qui est défendue par ces organisations. Mais comme je le dis, il faut faire la part des choses entre les organisations d'intégration et les organisations de coopération. Nous avons l'Union africaine qui est en réalité cette organisation de coopération qui, sous l'organisation, il est créé d'autres organisations qu'on appelle les organisations d'intégration qui ressemblent un peu à l'espace européen. On veut en fait ressembler aux Européens, avoir un espace où on aura une monnaie commune, un espace où il n'y a pas de frontières entre les États. Et c'est en fait l'objectif de ces Sans organisations vouloir qui vous sont, oui, couper, mais atteindre cet objectif-là n'est pas difficile. pas vraiment difficile parce que si les Européens sont arrivés, ce n'est pas nous.
Ce n'est pas nous, parce que si vous regardez l'historique de création de ces organisations, d'abord la CEDEAO, elle est créée avant l'Union européenne. C'est vrai, les prémices de la création de l'Union européenne ont commencé depuis la CECA en 1950 avec la création de la communauté économique d'énergie et d'acier, qui au fil du temps a donc donné naissance à l'Union européenne qu'on connaît aujourd'hui, qui est créée en 92 par le traité de Maastricht et le traité de Rome. D'accord? Et de 92 à aujourd'hui, ils sont arrivés. Quand on parle d'organisation d'intégration aujourd'hui, la plus aboutie, c'est l'Union européenne. D'accord? Maintenant, comment ils ont fait? Comment ils sont-ils arrivés? Il faut faire comme eux. Il faut passer par les méthodes, les voies par lesquelles ils sont passés pour y arriver. Je pense que nous avons les moyens pour y arriver, mais il manque juste cette volonté politique pour y arriver. Parce que le défi, en fait, aujourd'hui, dans l'organisation d'intégration africaine, c'est que il y a la question des souverainetés où les États sont jaloux, ne veulent pas céder une majeure partie, parce qu'en réalité, l'intégration, c'est ça. Quand les États décident d'aller à l'intégration, ils font en fait, ils abandonnent une grande partie de leur souveraineté, c'est que les États africains ne sont pas prêts à faire. C'est très difficile, mais je pense que si on met de côté cet aspect De de souveraineté. souveraineté, je pense qu'on peut y arriver, et bien arriver d'ailleurs, à plus que l'Union européenne. C'est bien possible. Et quels sont les défis remarqués? Et Quels sont pour les défis qui reviennent très souvent? les filles qui reviennent très souvent dans l'intégration africaine, comme je le dis, il y a d'abord cette absence de volonté, d'abord politique. C'est-à-dire les États, ou sinon aussi on peut le dire ainsi, les États décident de partir à l'intégration et acceptent en réalité d'intégrer les normes communautaires au sein de normes nationales. Mais le seul problème, c'est que quand parfois ces normes d'intégration n'arrangent pas, surtout le pouvoir en place, on essaie de faire main basse en fait. On essaie de d'écarter les normes communautaires au profit de la norme nationale, parfois même si elle est en contradiction avec la norme communautaire. Donc au fond, les défis sont énormes, mais je dirais, pour résumer, c'est cette absence de volonté politique. La question de souveraineté, la jalousie avec cet aspect de souverainiste des États africains pour aller à l'intégration comme à l'Union européenne où aujourd'hui ils ont ce qu'on appelle le marché commun, enfin, la monnaie commune. Vous savez en fait avec le visa Schengen, pardon, vous prenez le visa Schengen, vous avez accès à 27 pays aujourd'hui. Mhm. Vous entrez en France, vous pouvez aller en Allemagne très facilement sans qu'on ne vous fouille en fait à l'entrée de ces territoires-là. Et donc, je pense que nous, nous avons peut-être cette volonté, nous, peut-être en tant que citoyens de ces espaces-là, mais je dirais, nos dirigeants politiques ne sont pas prêts pour qu'on y arrive. Parce que, quoi qu'ils disent, généralement, on voit l'intégration africaine, comme on le dit, n'existe que sur le papier. C'est sur le papier, ça existe. On dit, bon, il faut aller à l'intégration, on met en place des protocoles additionnels, on fait tout ce qu'il faut. Mais au fond, nous ne sommes pas prêts politiquement pour aller à l'intégration. Voilà. Les institutions africaines sont-elles efficaces dans la prévention et la gestion des conflits? L'efficacité dans la prévention des conflits, je dirais, elle est peut-être relative. Hein. Il faut relativiser cette efficacité. C'est vrai, aucune institution n'est parfaite. Hein. Il y a toujours des failles, il y a toujours ces défaillances-là qu'on observe même dans les espaces qu'on considère comme étant les espaces les plus aboutis. Il y a des failles, il y a voilà, des manquements. Maintenant, parlant de l'efficacité, ça revient à dire, ben voilà, est-ce que les objectifs qui sont fixés sont atteints? Non. Est-ce que vous parlez aussi de failles, de manquements? C'est quoi exactement? Vous voulez dire quoi par Oui, là? en fait, le manquement, les failles, c'est dit qu'on met en place des systèmes, mais ces systèmes déjà, à l'entame de la mise en application, on constate que ben, déjà, le point de départ est mal ficelé en réalité. Donc, au fond, c'est ça. Maintenant, parlant de l'efficacité de ces institutions, surtout dans l'intervention, donc dans les conflits, ça revient à relativiser. C'est vrai, au départ, on a constaté avec la CEDEAO, l'Union africaine, des interventions qui ont été beaucoup plus abouties.
La CEDEAO, je crois, sa première intervention était au Libéria entre 90, je crois, jusqu'en 2020, si je ne dis pas n'importe quoi. Je crois, en 90, c'était la première intervention de la CEDEAO. Elle a été quand même très efficace parce qu'elle a réussi à mettre fin au conflit au Libéria. Et après ça, il y a eu des interventions qui ont quand même abouti à la résolution des conflits, comme bon, enfin, il n'y avait pas encore un conflit enfin, la dernière intervention, je vais dire, de la CEDEAO, c'était en Gambie pour donc renvoyer Yahya Jammeh qui a perdu les élections, qui ne voulait pas partir. Et donc, voilà. Et donc, je pense que c'est vrai, il y a assez d'interventions, mais les interventions qui ont été menées par la CEDEAO ont été beaucoup plus efficaces, pas trop, mais ont réussi quand même à mettre fin à des conflits. Maintenant, le seul problème, c'est que les moyens à la disposition de la CEDEAO, les moyens ne sont pas assez suffisants pour rendre donc ces interventions efficaces. La question de l'efficacité au niveau de l'espace africain, je vais parler de l'Union africaine. L'Union africaine n'a pas fait assez d'interventions, pas assez à ma connaissance. Je crois qu'en dehors de l'intervention en Somalie et au Soudan, au Darfour, je pense que ce sont les seules interventions qui ont été faites par l'Union africaine. Et mis à part ça, je crois que Mais est-ce que les institutions d'intégration interviennent? les institutions d'intégration, si on peut dire les organisations d'intégration, en réalité interviennent. C'est là que je parle en fait de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est une organisation d'intégration ouest-africaine, même si d'autres personnes diront le contraire, euh, pour cause parce qu'il y a certains aspects qui manquent. Mais en réalité, c'est une organisation d'intégration. Elles interviennent. Elles interviennent. J'ai parlé en fait le cas de la De la CEDEAO, c'est CEDEAO, une oui. organisation d'intégration qui est intervenue en fait dans plusieurs conflits. Et comme je l'ai dit, la première intervention remontée en 90, c'est pas au Libéria. Et après, il y a eu des interventions un peu partout, en Centrafrique, je crois, si je dis pas n'importe quoi. Pardon, pas en Centrafrique. Et il y a des interventions en Guinée, je crois. Intervention en Gambie, comme je le disais. Bon, donc voilà, il y a de ces interventions-là des organisations d'intégration, je veux dire beaucoup plus ouest-africaines parce que j'ai beaucoup plus la maîtrise de cette organisation-là. Maintenant, est-ce qu'en dehors de la CEDEAO, il y a d'autres organisations d'intégration qui sont intervenues dans les conflits? Oui. Dans l'espace centrafricain, je crois que l'organisation CEMAC et autres sont intervenus, pas forcément peut-être pour euh, mettre fin à un conflit, mais elles sont intervenues parfois pour la prévention des conflits. Et je crois également pour la prévention, les organisations, enfin l'organisation communautaire centrafricaine est également intervenue. Voilà. Ces organisations d'intégration interviennent, mais bon, l'efficacité, comme je l'ai dit, elle est relative. Elle est relative parce que ces organisations, quoi qu'on dise, manquent des moyens. Les moyens, c'est vrai, il y a la volonté pour aller mettre fin à des conflits, mais la question des moyens, parce que nous savons le financement de ces organisations-là, ça pose problème, parce que ce sont les États qui doivent participer. Participer, Et les États, effectivement. généralement, ont déjà des problèmes très sérieux à l'intérieur, ou n'arrivent pas à honorer les engagements, surtout en matière de cotisation au sein de ces organisations-là. Donc, ce qui limite en réalité l'intervention. Et l'autre aspect également de l'intervention, c'est que il n'existe pas une force en réalité assez solide qui soit en mesure d'intervenir de façon illico presto s'il y a un conflit. C'est dit de façon automatique. Vous allez voir parfois quand il y a des conflits, qu'est-ce qui se passe? Euh, on commence d'abord par se titiller entre les États, on met en place un comité, et puis voilà. Le temps d'y arriver, déjà, bon, comme on le dit, le médecin après la mort, donc c'est toujours comme ça. Et je pense que pour mettre la barre très haute, il faut prévoir des mesures, voilà, pour rendre beaucoup plus efficaces ces interventions et ces organisations africaines. Et dans la gestion? Dans la gestion des organisations, vous Oui. voulez dire, dans la gestion des organisations, je ne sais pas comment il faut l'expliquer, la gestion. Vous voulez parler de l'efficacité de la gestion ou quoi? L'efficacité de la gestion.
de ces institutions-là? L'efficacité de la gestion de ces institutions, il faut, comme je le disais, il faut comprendre que toutes ces organisations-là n'ont pas d'abord le même objectif, ne sont pas créées dans les mêmes conditions, ne sont pas gérées par les mêmes personnes. Maintenant, la gestion, en réalité, il n'y a pas de, si on peut le dire ainsi, la gestion, je ne sais pas, vous voulez parler de la gestion administrative, la gestion politique, je ne pense pas qu'il y ait un problème aussi sérieux. C'est peut-être, en fait, comme je le dis, ces failles qu'on constate en réalité à l'intérieur même de l'organisation politique. Parce que les organisations, il y a en fait à l'intérieur de ces organisations, il y a l'organisation politique, l'organisation administrative, et puis voilà. Donc au fond, en ce qui concerne la gestion administrative, ben voilà, les tests sont respectés, je ne vois pas de problème. Maintenant, c'est au niveau de la gestion politique qu'il y a un problème parce que les États, parfois, euh, sont partis à des traités, d'accord, qui sont donc appelés à respecter de bout en bout, mais comme je le disais à l'entame, quand ces engagements, en réalité, ou sinon, quand les intérêts sont en jeu, on constate que ces États-là laissent de côté les engagements internationaux et font ce qui les plaise en réalité. Donc, au fond, pour ce qui est de la gestion administrative, bon, voilà, ça se gère comme cela se doit, mais l'aspect politique, c'est beaucoup plus là. Le problème s'y trouve. Merci. Quel est le lien entre la diplomatie, les négociations et la résolution des conflits d'intérêts? La diplomatie, conflit d'intérêts et quoi encore, le troisième thème, la Les négociation. Les négociations. négociations. Bon, il faut comprendre que la diplomatie, en réalité, c'est une forme de conduite donc des intérêts des États sur la scène internationale. Et c'est en réalité des relations donc, entre les États réglées ou sinon régies par le droit international, surtout donc, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Et donc, en réalité, c'est en réalité l'aspect sur lequel les États, ou sinon le moyen par lequel les États arrivent donc, à étreindre les objectifs parfois économiques, politiques, si vous voulez. Maintenant, les négociations, c'est quoi? On va à des négociations quand peut-être il y a un sujet sur lequel nous ne sommes pas d'accord. D'accord? On va à ces négociations dans l'optique, au fond, de trouver un consensus entre donc, les différentes parties. Maintenant, ça peut être les négociations, il y a des négociations qui mettent en place des traités, il y a des négociations en réalité entre deux États pour arriver donc à résoudre peut-être une crise diplomatique. Donc au fond, les négociations sont faites à plusieurs niveaux. Donc, à chaque fois, c'est pour atteindre, enfin, c'est pour atteindre quand même certains objectifs donc, entre plusieurs parties. D'accord? Donc, maintenant, la résolution, vous avez dit, hein, de conflits, la résolution de conflits, comme cela se dit, la résolution, donc au fond, c'est quand il y a une situation, il y a une situation belliqueuse, il y a une guerre ou, je sais pas, malentendu entre deux ou plusieurs parties, qu'on dit, ben voilà, il faut résoudre la situation. Maintenant, le conflit, en réalité, le conflit, ici, dans le cas de l'espèce, on va l'inscrire comme étant un conflit généralisé. Donc, en fait, dans le cas de la guerre, en réalité. Et donc, la gestion, généralement, de ces conflits se fait parfois, comme je le dis, par une tierce personne. Parce que les deux parties, parfois en conflit, n'arrivent pas à s'asseoir et se parler. Et c'est même là que les négociations interviennent. Parfois, il faut une tierce personne qui va intervenir donc pour régler le conflit entre peut-être deux ou plusieurs parties. Et maintenant, le conflit aussi qui a donné peut-être une guerre peut-être à l'intérieur d'un État ou entre deux États, c'est toujours par là, comme on le dit, les négociations qui amènent à mettre fin au conflit. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais je pense que c'est euh, ce que j'ai à vous apporter comme réponse. Oui, mais le lien, Le, le le, le- lien entre oui.
la Oui, diplomatie et ces organisations-là, qu'est-ce que nous pouvons en tirer? Par exemple, pour les internautes qui nous regardent, ils se demandent, mais c'est vrai, vous avez essayé de détailler ce qu'il en est, mais le lien vraiment qui les lie. le lien entre les organisations internationales africaines et la diplomatie. En réalité, les organisations internationales sont en fait une partie de la diplomatie des États. Donc le lien au fond, c'est que la diplomatie, ou sinon les organisations internationales, euh, participent en fait à l'organisation politique, ou sinon à l'organisation diplomatique des États. C'est à travers ces organisations internationales que les États, en fait, déploient une partie de leur diplomatie. Et donc, le lien qu'on peut peut-être éventuellement établir entre les organisations internationales et la diplomatie, c'est que la diplomatie, en fait, les organisations constituent en fait une forme de diplomatie pour les États. Parce que c'est à travers ces organisations-là que les États défendent les intérêts. Les intérêts de ces États-là sont défendus par des organisations internationales, ou bien à l'intérieur de ces organisations internationales, les États essaient de défendre les intérêts. Parce que, comme on le dit, la diplomatie, c'est toujours la défense de l'intérêt. Quoi qu'on dise, c'est vrai, c'est une forme de relation interétatique, d'accord, mais il y a toujours à aller chercher un intérêt dans la diplomatie. Toujours aller chercher un intérêt dans la diplomatie. Et la diplomatie, c'est créer l'amitié entre deux ou plusieurs entités. Maintenant, il y a un auteur qu'on appelle Paul Sharp qui dit que la diplomatie, en réalité, entre amis, on n'a pas besoin de diplomatie. Il dit la diplomatie, c'est entre les ennemis. C'est-à-dire, quand nous sommes amis, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire la diplomatie entre nous? Non. Et il dit, la diplomatie, en réalité, c'est pour les ennemis. Ceux qui ne se parlent pas doivent faire la diplomatie pour se comprendre et se parler. D'accord? Donc, voilà, je voulais juste ajouter cet aspect de Paul Sharp là pour dire que la diplomatie, certes, c'est entre les amis, mais aussi les amis peuvent nouer, et les ennemis, pardon, peuvent nouer également des relations diplomatiques dans l'optique de se comprendre, de se parler, et donc pour arriver à défendre donc les intérêts respectifs de chacun. Voilà, c'est ça. Il peut arriver que ces négociations échouent. Qu'est-ce qui se passe? Des négociations pour dans le cadre de diplomatie ou quoi? Bon, vous savez, quand on établit déjà la diplomatie entre nous, quand deux États ou plusieurs États établissent donc ces aspects, sinon ces relations diplomatiques, c'est que les négociations ont marché. Voilà pourquoi ils sont arrivés. Maintenant, il peut y arriver dans ces négociations, bon, qu'il y ait des dissidents dans l'optique d'aller peut-être à un traité international qui puisse mettre peut-être une organisation ou peut-être même des traités. Il y a ce qu'on appelle aussi les traités bilatéraux entre deux États. Dans des situations comme ça, quand les négociations échouent, on arrête. Il n'y a plus à aller de l'avant. Maintenant, on peut toutefois revenir parce que les négociations, généralement, l'échec de négociation ne sont vraiment pas, ça dit, sur toute la ligne. Il y a peut-être plusieurs dispositions, mais il y a peut-être deux ou trois dispositions sur lesquelles les deux ou les parties ne sont pas tombées d'accord. Et donc, il faut trouver les moyens, peut-être soit enlever ces parties ou trouver, bon, il y a parfois ce qu'on appelle en droit des traités la réserve. C'est dit que quand on va à des négociations, surtout pour les traités internationaux, il y a ce qu'on appelle la réserve. C'est dit que les États euh, sont d'accord avec tout le texte, mais ils disent que cette disposition ne nous concerne pas parce que, bon, ça ne nous arrange pas. On va appliquer toutes les dispositions du traité. Par contre, cette disposition-là, nous mettons une réserve là-dessus, ça ne nous concerne pas, on ne va pas l'appliquer chez nous. D'accord? Bon, il y a parfois là, c'est vrai, les négociations ont failli échouer, mais il y a une solution. Il peut y arriver des fois où les négociations échouent, puis on arrête. Maintenant, il y a aussi d'autres formes de négociations peut-être pour, par exemple, ce qu'on voit actuellement entre l'Iran et les États-Unis. Ces négociations, bon, pour l'instant, personne n'a intérêt à ce que les négociations échouent, mais les négociations peuvent échouer dans le cadre de
de la négociation entre l'Iran, pardon, et puis les États-Unis. Si ça échoue, chaque État est déjà préparé dans la tête. Ils savent ce qu'ils attendent, en fait, l'après l'échec des négociations. Donc, ils étaient déjà sur le point de s'attaquer, d'accord? Et après, ils ont dit, bon, on va arrêter l'attaque militaire, on ira donc à des négociations. Mais là, si les négociations échouent, les États savent déjà ce qu'ils vont faire, et puis voilà, ça s'arrête là, quoi. D'accord? Bon, ça, c'est un cas typique, voilà, parce que c'est pas des situations qu'on rencontre chaque fois, hein. Et comme je le dis, les négociations, il y a plusieurs formes de négociations. Il y a aussi parfois des négociations. Là, c'est quand il y a un contentieux entre deux parties. Contentieux, c'est dit, il y a un point de différent entre deux parties, peut-être qu'ils sont partis, enfin, bon, excusez-moi du terme, mais qui en réalité sont confrontés à un petit conflit, à un différend. Il faut une négociation. C'est là que je disais que une tierce personne doit forcément intervenir. Donc, il faut quelqu'un qui puisse intervenir et qui sera en mesure, en fait, de faire des propositions à chacune des parties. Dit, bon, voilà, pour le différend entre vous, nous, on a pris l'engagement d'entrer pour négocier, être un négociateur pour vous deux parties. Donc, voilà, nous allons faire ceci. Les points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, vous allez faire 50-50. Et donc, sur cet aspect, vous allez accepter. Pour qu'on n'y aille pas devant les juridictions, il faut accepter, on va régler ça comme ça, à des négociations. Il y a même parfois des différends entre deux États. Il y a des différends comme ça entre deux États où, en fait, c'est sur des questions de territoire, hein, sur des questions de territoire ou parfois peut-être sur des questions de relations économiques. Les deux États n'arrivent pas à se comprendre. Au lieu d'aller devant une juridiction internationale ou peut-être une juridiction arbitrale, décident entre eux de trouver donc une voie de sortie et parfois la négociation ou sinon les négociations interviennent pour quand même trouver une voie beaucoup plus souple pour régler le conflit ou le différend, si on peut le dire ainsi, entre les deux parties. Donc c'est ça. Pour un peu plus de profondeur, j'ai une dernière question. Quelles réformes pourraient améliorer leur impact sur le terrain? Parce que lors de mon introduction, j'ai parlé de... Il y a les réalités du terrain, en fait, qui s'opposent parfois. Bon, et les réalités du terrain, vous savez, je ne vais pas encore revenir là-dessus, mais c'est toujours la question, comme on dit, la question politique, l'aspect politique qui nous amène donc à cette inefficacité de ces organisations donc internationales africaines pour remédier ou sinon pour trouver des solutions qui puissent les rendre beaucoup plus efficaces. Je pense que il faut d'abord penser à cette organisation d'intégration citoyen et non politique. Ou sinon, non, l'intégration prônée beaucoup plus par les dirigeants. Ça, c'est un aspect très important, mais très compliqué, parce que la volonté toujours de ces dirigeants, de nos dirigeants, si on peut le dire ainsi, pose problème. Les défis, en fait, et les solutions sont énormes dans l'espace d'intégration euh, africain de façon générale. La solution, à mon avis, d'abord, il faut penser à restructurer en fait déjà les institutions, hein, qui sont ceux qui ont le pouvoir de décision. Parce que vous voyez par exemple quand on prend l'Union africaine, l'Union européenne, vous voyez la Commission de l'Union européenne. C'est une institution forte. Le Parlement européen, c'est un Parlement assez solide qui est en mesure de dire faire ou de ne pas faire. Et les États sont obligés de faire parce qu'au fond, les sanctions sont là et les sanctions sont très efficaces. Encore un autre aspect sur lequel il faut beaucoup plus travailler, c'est les sanctions. En réalité, vous avez vu comment ça s'est passé avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Les sanctions, en réalité, ne sont pas prévues par les textes. Je ne sais pas si vous avez connaissance. Les sanctions qui ont été entreprises par les chefs d'État de l'espace CEDEAO n'étaient pas prévues. Tout récemment, je crois que la Cour avait donné raison à ces États-là pour dire que les sanctions n'étaient pas prévues, donc ça ne valait pas la peine. Donc, il faut prévoir un mécanisme d'abord de sanctions et il faut aussi établir les différents niveaux de sanctions. Tel acte
peut-être un coup d'État a droit à telle sanction. Euh, la violation de la Constitution par un chef d'État, il y a telle sanction contre le président. Il faut prévoir tous ces aspects-là. Et les sanctions, je crois, comme je le disais, on ne doit pas laisser les sanctions dans la main de ces chefs d'État-là. Parce que entre eux, généralement, ils violent, mais du fait que c'est eux qui vont sanctionner, entre amis, entre collègues, on ne va pas se sanctionner. On laisse passer. Et donc, je pense qu'on va peut-être revenir dans l'espace, enfin, comme l'espace européen, on va mettre en place la Commission européenne, enfin, africaine, peut-être la CEDEAO, si on peut le dire ainsi, un vrai parlement, parce que nous avons un parlement de la CEDEAO, il existe également des commissions, tout ça, mais ne sont pas efficaces, enfin, n'ont pas les moyens. On ne leur a pas donné, en fait, les moyens essentiels pour qu'ils puissent arriver ou sinon qu'ils puissent faire comme les autres organisations, comme l'Union européenne. L'efficacité, il faut prévoir, il faut prendre les sanctions, je vais parler, pardon, des sanctions. Les sanctions, il faut les prévoir. Il faut prévoir donc les niveaux de sanctions. Il faut prévoir à chaque, comme on le voit, même dans nos droits nationaux, comme on crée une forme en fait de code pénal, si on peut le dire ainsi, où chaque sanction en fait en fait chaque violation a une sanction déjà voilà, qui est prévue. Et je crois que la sanction ou les sanctions constituent en fait des solutions pour arriver à une vraie intégration. Parce que, comme je le disais, si on laisse les sanctions dans la main des chefs, en fait, des dirigeants, les chefs d'État, entre eux, on voit ce qui se passe généralement. C'est pas bon de le dire, mais ils sont tous des violeurs en fait de constitution. En grande partie, ce sont les dirigeants violent en fait les dispositions constitutionnelles. En réalité, quand on viole aussi les dispositions, c'est en réalité ce qu'on appelle des coups d'État institutionnels. C'est plus grave que le coup d'État militaire parce que là, personne ne voit et puis voilà, vous violez en fait la Constitution. Et puis voilà, vous êtes là, vous n'êtes pas sanctionné, mais c'est lui en fait qui a fait coup d'État. C'est pas pour faire l'apologie de coup d'État, c'est pas bien, mais il faut aussi prévoir des sanctions à tous les niveaux. Et je pense que cela peut être une solution pour rendre les organisations encore plus efficaces dans l'espace africain. Merci. Et c'est tout comme réforme. Parce Non, que si on se base que sur les sanctions, est-ce que non, mais je pense que je n'ai pas parlé de sanctions uniquement comme solution. J'ai parlé aussi de l'aspect qu'il faut dépolitiser les organisations, ou sinon l'organisation même en fait, structurelle de ces institutions, qu'il faut vraiment sortir de ce sommeil-là où on est tellement jaloux de nos questions de souveraineté, il faut vraiment revenir en arrière. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller à une intégration et réussir une intégration sans qu'on ne laisse, je vais dire, au moins 30% de l'espace souverainiste. C'est pas possible. Aujourd'hui, vous voyez, dans l'espace européen, je prends toujours l'espace parce que c'est le plus abouti. C'est l'espace d'intégration le plus abouti dans le monde, tout simplement. Après, vous avez la CDA aussi, qui essaie en fait de suivre, mais qui n'est pas encore là où on le souhaite. Quand on prend cet espace-là, vous allez voir les États ont vraiment laissé, je veux dire, une grande partie de la souveraineté à l'organisation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gars, en fait, ça avance, ça bouge, ça marche bien. Et on est sidéré de voir comment quitter la France, aller en Allemagne, aller en Belgique, passer toutes ces frontières sans même que vous le sachiez, c'est-à-dire sans que Mais vous je crois sachiez que que vous là-dessus, par traversez. exemple, la CDAO est en train de faire un très grand travail. Oui, 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 la CEDEAO en fait est sur la voie. Il y a en fait des avancées en matière d'intégration. Mais ça reste quand même beaucoup à faire parce que les niveaux d'intégration sont, je crois, jusqu'à 5. Actuellement, la CEDEAO n'a même pas franchi la première étape où je dirais peut-être à finir, vouloir en train de rentrer dans la deuxième étape. Donc, c'est extrêmement compliqué à comparer à l'espace européen. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Je veux parler en fait des réformes et de comment il faut faire ces réformes-là. Il faut regarder parce que les réformes, généralement, si vous avez deux systèmes opposés, c'est-à-dire l'Afrique et l'Europe, ça marche là-bas, mais regardez qu'est-ce qui marche.
Comment ça marche? Pourquoi ça marche? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que chez nous, ça marche? Et c'est ça que je suis en train d'expliquer. Et ici, ça ne marche pas parce que parce que les nouveaux États indépendants sont très jaloux, connaissent pas la souveraineté, connaissent pas l'indépendance. La plupart de ces États-là ont à peine 60 ans d'indépendance. Donc, en fait, ils sont très jaloux, les dirigeants. Aujourd'hui, en fait, l'Africain est beaucoup plus rattaché au pouvoir. Quand on prend, on ne veut pas lâcher. D'accord? Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que au niveau européen, ça a marché. Où ces États ont laissé, c'est-à-dire une grande partie de leur souveraineté à l'organisation européenne. Je vous donne l'exemple de ce qu'on appelle la PAC, la politique agricole commune, où en réalité, vous savez, aucun État de l'espace européen n'a la main dans cette politique-là. C'est l'organisation européenne, en fait, qui décide à la place de tous les États. En ce qui concerne la politique agricole, c'est sidérant, en fait, que des États aussi indépendants laissent leur indépendance, pardon, laisse en fait cette politique là, cette partie en fait qui Du est très pouvoir. sensible, qui est très sensible pardon, pour un État, laisse ça dans la main de l'intégration en fait de l'organisation de l'Union européenne. Aujourd'hui, la PAC au fond, c'est toutes les grandes décisions sont prises par l'Union européenne en ce qui concerne l'agricole, en fait la politique agricole dans les 27 États. Donc, je pense que en réalité, c'est ces réalisations qu'il faut copier chez nous. Il faut essayer de mettre en place voilà, ces aspects. Copier aussi, parce que nous avons nos réalités. Oui, mais Donc, les copier, réalités, vous si savez, je préfère qu'on puisse, moi, selon moi, je préfère qu'on se focalise sur nos réalités territoriales que, voilà, de copier. On ne peut pas tout copier, carrément. vous savez, c'est très difficile. Parfois, quand on parle, la dernière fois, j'étais à un colloque, il y a un enseignant luxembourgeois. J'étais à un colloque enfin, au Sénégal, à Saint-Louis. Un professeur luxembourgeois, il disait, il dit, enfin, nous, les Africains, on a un véritable problème. Il dit à chaque fois, quand ça nous arrange, on dit, bon, on dit, on fait ça comme à l'africaine. Mais quand ça n'arrange pas, on dit, bon, on va faire comme les Européens. Pourquoi? Mais si ça a marché là-bas, mais ils ont quelle réalité? En fait, l'objectif visé par l'Union européenne paraît identique à celui poursuivi par la CEDEAO. Maintenant, que vous parliez de réalités africaines, mais si on veut arriver, si on veut l'intégration comme cela se doit, mais ce n'est qu'avec ça. Il n'y a pas de réalités africaines qu'on pourra peut-être intégrer. C'est quoi les réalités africaines? Je vous pose la question, c'est quoi ces réalités africaines qu'on va peut-être intégrer dans l'espace, ou sinon dans nos mouvements d'intégration pour que ça marche? Je ne vois pas. Dites-moi les réalités. Si on veut, parce qu'en réalité, c'est parce que là-bas ça marche. On a vu que ça marche là-bas. Et nous avons pensé qu'il faut faire comme eux. Mais s'il faut faire comme eux, il faut peut-être prendre euh, les bases. Les bases, en réalité, c'est ça, c'est l'abandon peut-être d'une partie de la De la souveraineté des souveraineté. États pour Exactement. arriver à l'intégration. Je ne dis pas qu'il faut faire des copier-coller de façon aveugle, mais il faut quand même essayer de prendre ce qui marche et voir dans quelle mesure il faut L'appliquer. l'appliquer chez nous pour que voilà, ça aille très bien, si on peut le dire ainsi. Voilà. Nous sommes à la fin de notre podcast. Oui. Vous avez un mot de fin? Pour de fin, je dirais tout simplement merci. Merci de m'avoir invité pour voilà, cet entretien. Et je dirais aussi merci pour ceux qui le suivent ou voilà, ceux qui vont peut-être regarder. D'accord? Voilà c'est ce que j'ai à dire. Voilà. Merci. Je vous remercie. C'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Chers internautes, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Je vous dis merci et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.